Presque chaque jour, de gigantesques feux de forêt se déclenchent partout sur la planète. Ce phénomène naturel, c'est une force destructrice que rien ne semble pouvoir arrêter. Un hectare de pinède qui brûle, ça peut être l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. Haut de plusieurs dizaines de mètres, d'une largeur qui peut dépasser les 500 km, les feux de forêt menacent et bouleversent la vie de millions de personnes. Au même moment, j'ai vu les arbres de mon voisin prendre feu d'un seul coup. Derrière, il y avait un mur de flammes de 10 à 15 mètres de haut. Face aux flammes, se dressent des pompiers, mais aussi des scientifiques. Ils vont nous faire découvrir la puissance ravageuse des incendies de forêt et les phénomènes les plus incroyables, comme les tempêtes de feu qui sont d'énormes explosions de flammes instantanées. Une nappe de gaz se répand très vite et s'enflamme en quelques secondes sur une très grande surface. Le feu peut courir sur la cime des arbres pour dépasser et encercler ses victimes. Il peut créer son propre vent pour gagner en force et en rapidité et atteindre des températures records de plus de 1000 degrés, de quoi faire fondre de l'or. Il utilise aussi la végétation comme des grenades pour se déplacer sur des centaines de mètres. Les pignes sont venues enflammées d'en face. Elles partaient comme des obus. Pour faire face à cette puissance, les pompiers et les chercheurs ont créé de nombreuses techniques de plus en plus performantes. Mais avec le réchauffement climatique, les feux sont de plus en plus monstrueux et destructeurs. Le risque d'incendie que l'on a actuellement dans le sud-est de la France pourrait s'étendre dès 2040 à la forêt des Landes et en 2060 à la forêt de Sologne. Alors quelles sont les spécificités des feux de forêt? Quelles en sont les formes les plus extrêmes? Quels outils utilisent-ils pour gagner en puissance? Et surtout, que nous réserve l'avenir? Peut-on gagner la guerre contre les flammes? Pour le découvrir, aux États-Unis, nous étudierons les incendies géants avec le Station Fire. Un feu qui a détruit un territoire aussi grand qu'un département. Alors, on est effectivement sur ce qu'on appelle des méga-feux, à la fois par leur dimension et par leur puissance. Et ces quelques grands feux qu'on appelle des méga-feux sont des feux qui dépassent les capacités d'intervention humaine. En France, nous verrons que certaines villes sont de plus en plus menacées par les flammes. Nous avons une zone où la nature englobe la totalité de la ville de Marseille. Il est extrêmement compliqué de défendre et les personnes et les biens dans ces zones périurbaines. Au Portugal, nous découvrirons un phénomène de plus en plus courant, les foyers multiples, ces feux du futur qui voient plusieurs centaines d'incendies ravager en même temps un territoire. Après, on est très vite impuissant parce qu'il y a tellement de choses qui brûlent par terre et tout que ça va très vite. Des flammes hautes comme des immeubles, des destructions totales sur des surfaces presque sans limite. Grâce à la science, découvrez tout sur les feux de forêt, au cœur des flammes. Le feu. Depuis toujours, il nous fascine. Un allié précieux qui est devenu aujourd'hui synonyme de destruction. En moyenne, ce sont 40 millions d'hectares qui partent chaque année en fumée. L'équivalent de l'Allemagne et de la Suisse ravagés tous les ans. Ces dernières années, les feux de forêt ont pris des dimensions incroyables. Au Chili, l'hiver dernier, ce sont plus de 180 000 hectares qui ont été dévastés en 2 mois par un front de flammes qui a atteint 500 km de large. En 2009, c'est l'Australie qui connaît le feu le plus meurtrier de son histoire. 231 morts sur un territoire de 365 000 hectares, totalement ravagé, soit l'équivalent de la Belgique rayée de la carte. Face à ces catastrophes, les pompiers bravent les flammes en première ligne. Mais il est des soldats du feu qui restent dans l'ombre et font pourtant des avancées majeures sur le phénomène, les scientifiques. Ils connaissent parfaitement ses caractéristiques les plus destructrices, mais aussi ses alliés les plus puissants. Et parmi eux, le pire est sans doute le vent. J'ai déjà combattu des feux de forêt et on a l'habitude de dire que quand le vent souffle à plus de 40-50 km/h, on ne peut pas faire grand-chose. Et
Et si les scientifiques redoublent d'efforts, c'est que le feu n'est pas une catastrophe naturelle comme les autres. Il a un lien tout particulier avec l'homme. Il n'y a pas beaucoup de qu'on appelle catastrophes naturelles face auxquelles l'homme s'interpose. C'est l'une des rares, on ne va pas s'interposer face à une avalanche, un tremblement de terre. Là, sur le feu de forêt, l'homme a la prétention de s'interposer. Donc il est au cœur du dispositif, à l'amont en tant que responsable, et à l'aval pour corriger en quelque sorte ses fautes en luttant. Dans la nature, pour qu'un feu naisse, il ne faut pas grand-chose. Au niveau scientifique, c'est un phénomène qui repose sur une réaction chimique bien connue, la combustion. Un feu a besoin à la base de 3 choses pour se déclencher. Il a besoin d'être activé, il a besoin d'oxygène pour l'attiser, et enfin, il a besoin de combustible, des plantes ou du bois pour continuer à brûler. Le principe est simple. Il y a d'abord un déclenchement par ce que les chercheurs nomment une énergie d'activation. Puis un comburant, généralement l'oxygène présent dans l'air, va brûler un combustible, c'est-à-dire de la matière première. Énergie d'activation, comburant et combustible. Ces 3 éléments sont omniprésents dans la nature et surtout dans les forêts. Un combustible, en l'occurrence la matière végétale dans le feu de forêt, un comburant, en l'occurrence l'oxygène de l'air, le vent dans le feu de forêt, et une énergie d'activation, c'est une étincelle initiale. Une étincelle, de la végétation et de l'air, c'est tout ce qu'il faut aux flammes. 3 types de feux peuvent alors se produire. Des feux de sol qui brûlent les feuilles mortes et les débris végétaux en décomposition. Les feux de surface qui consument les parties basses de la végétation. Et les feux de cime qui dévorent le haut des arbres. Une fois déclenché, le feu court plus vite qu'un randonneur. Sa vitesse de propagation peut dépasser les 5 km/h, avec des accélérations rapides en fonction du relief. Mais il existe un autre facteur déterminant pour faire naître un incendie, le taux d'humidité. L'humidité de l'air, c'est très important pour l'éclosion d'un feu. On sait très bien que dans des zones où on va avoir une humidité supérieure, on va dire à 50%, on va avoir des éclosions difficiles. Mais dès qu'on va atteindre le seuil inférieur à 27-26%, on aura des éclosions de feu très faciles. En dessous de 26%, on court à la catastrophe. C'est une règle reconnue scientifiquement. Le taux d'humidité de l'air joue un rôle extrêmement important. Il a un effet direct sur les plantes en les rendant très inflammables. Lorsqu'on est sur une séquence de sécheresse longue et intense, la végétation, sa teneur en eau va être relativement faible et les plantes vont être d'autant plus combustibles. Pourquoi les plantes brûlent-elles mieux quand elles sont plus sèches? Vous allez comprendre. En cas de forte sécheresse, la plante consomme l'eau qui est contenue dans sa propre sève. Ce qui reste s'évapore sous la forme de ce que les scientifiques appellent des essences volatiles. En fait, des gaz extrêmement inflammables. Résultat, la moindre étincelle peut entraîner un départ de feu. Les conditions idéales pour que les feux de forêt se déclenchent, ce sont des arbres et des arbustes en quantité et une sécheresse intense pendant de longues périodes. Dans ces conditions extrêmes, le risque est maximum. Et malheureusement, ce sont les conditions climatiques réunies sous un certain type de climat, le climat méditerranéen. Au printemps, l'été et même en automne, le climat méditerranéen se caractérise par une forte sécheresse et de très hautes températures. Cette chaleur et cette sécheresse, dans des zones où les forêts sont nombreuses, font du climat méditerranéen une véritable poudrière. Un type de climat que l'on retrouve dans des endroits bien précis du globe. Alors c'est un climat dont le nom vient de la Méditerranée, donc les pays du pourtour méditerranéen, mais on retrouve ce type de climat en Afrique du Sud, en Californie, une partie du Chili et une petite partie aussi de l'Australie. Des zones à haut risque qui existent presque sur tous les continents, aux 4 coins du globe. Et c'est en Californie que s'est déclenché l'un des pires feux de forêt de l'histoire des États-Unis, le Station Fire. Le Station Fire, c'est un record. C'est un record parce qu'on est sur le plus grand feu du comté de Los Angeles. Si une partie des États-Unis jouit du même climat que le sud de la France, ces forêts sont sans commune mesure. Elles recouvrent un territoire grand comme l'Europe. 80% de ces forêts se trouvent à l'ouest du pays. Et c'est là que les plus grands incendies ont lieu. Ils forment ce que les spécialistes appellent des méga-feux. Alors, on est effectivement sur ce qu'on appelle des méga-feux, à la fois par leur dimension et par leur puissance. Et ces quelques grands feux qu'on appelle des méga-feux sont des feux qui dépassent les capacités d'intervention humaine.
L'appellation méga-feu est un terme purement scientifique. Pour être classé comme méga, un feu doit dépasser les 10 000 hectares, soit la taille de la ville de Paris. Ce phénomène est très rare en France, mais pas aux États-Unis. À l'échelle des gigantesques forêts américaines, ces incendies couvrent des territoires immenses et peuvent durer des mois. Pourtant, même dans ce pays de la démesure, le Station Fire de 2009 est un feu hors norme. Nous sommes ici au cœur de la forêt National Angel Forest, et pourtant nous sommes dans le comté de Los Angeles. On ne le croirait pas, mais on est à 45 minutes du centre de la mégalopole. Les zones qui jouissent du climat méditerranéen sont très agréables à vivre. Résultat, rien que pour le bassin de Los Angeles, aujourd'hui, il y a environ 7 à 8 millions de personnes qui habitent dans des quartiers répartis au cœur de la végétation. 7 millions de personnes. C'est un tiers de la population de Los Angeles qui vit dans les forêts et les collines du nord de la ville. On est loin de l'image d'Épinal des autoroutes, des plages ou des quartiers couverts de buildings. C'est précisément pour vivre en pleine nature que Robert et Caroline sont venus s'installer en périphérie, au nord de la ville, à Big Tujunga. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la propriété du couple. Tout a commencé le 26 août 2009, à quelques kilomètres de là. C'était un mercredi. Le feu a commencé un peu plus loin dans les hauteurs, à environ 16 km vers l'autoroute qui traverse la forêt. Ça a commencé avec des gens qui ont jeté des cendres dans le jardin. Et avec les conditions de chaleur et de sécheresse, le feu a débuté. Il a suffi de quelques braises pour allumer le plus grand feu de l'histoire de la Californie. Car volontaire ou non, c'est bien l'homme qui est à l'origine de presque tous les feux de forêt. Les feux d'origine naturelle liés aux orages secs, à la foudre, c'est 5 à 10% des causes de feu. Le plus souvent, un feu débute au sol, dans la strate herbacée, et prend de l'ampleur au contact de la broussaille. Depuis les arbustes, les flammes atteignent facilement les branches basses, puis la cime des arbres. C'est ce qu'on appelle l'effet ascenseur. Au début, le Station Fire n'est pas très puissant. Les spécialistes ne sont pas inquiets. Ils pensent avoir l'incendie sous contrôle et décident de le laisser brûler. Au départ, le feu n'avait pas l'air terrible. La politique ici, c'est que si la menace n'est pas extrême, on le laisse brûler, car ça aide les écosystèmes. Cela peut choquer et pourtant, dans les pays anglo-saxons, la politique est de laisser faire le feu, car c'est bon pour certains écosystèmes. En fait, une grande partie des espèces de plantes méditerranéennes ne pourraient même pas se reproduire sans le feu. C'est par exemple le cas du pin d'Alep. Pour se reproduire, il doit disséminer ses graines qui sont contenues dans ses pommes de pin. Ces pommes sont scellées par de la résine et seul le feu leur permet de s'ouvrir. Les feux de forêt, comme tous les phénomènes naturels, ont une véritable utilité. Mais le problème, c'est qu'ils représentent aussi un risque énorme pour l'homme. C'est ce qui s'est passé en août 2009 à Los Angeles. Alors que le Station Fire n'est encore qu'un petit feu de broussailles, tout va déraper en quelques instants. Le problème, c'est que d'un coup, les conditions météo se sont mises à changer radicalement et le feu a littéralement explosé. À Los Angeles, pourquoi le petit feu de broussailles est-il devenu incontrôlable en quelques instants? À cause du pire allié du feu, le vent. Et pas n'importe lequel. En Californie, le plus dangereux s'appelle le Santa Ana. Le vent de Santa Ana arrive quand tout est sec et la température élevée, aux alentours de 40 degrés. Il vient de l'est, passe par-dessus la montagne et arrive sur la côte. C'est un vent très violent, 80 à 100 km/h. Le Santa Ana, c'est l'équivalent du Mistral chez nous. Mais en pire, car il est très sec. Il vient tout droit du désert. Et le problème, c'est que la vitesse de propagation du feu est directement liée à celle du vent. Le sinistre progresse à 3% de la vitesse du vent. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que pour un vent de 100 km/h, le feu peut se propager à 3000 mètres par heure. 3000 mètres, c'est 30 terrains de football en une heure. On comprend que ce jour-là, à Los Angeles, la puissance du feu a explosé très rapidement. Il va alors progresser vers l'ouest. Il a alors sauté par-dessus l'autoroute
et il est venu dans notre direction, dans le canyon. Le feu va même réussir à traverser l'autoroute. Et c'est le vent qui est responsable, car il crée ce que les scientifiques appellent des sautes de feu. Le vent peut transporter des particules incandescentes qui vont pouvoir allumer des sautes de feu en avant du front de flamme principal. Transportés par le vent, des brindilles en flammes vont traverser la route et brûler la végétation de l'autre côté. Ces multiples sautes de feu sont autant de nouveaux fronts qu'il faut combattre avant qu'ils ne se développent. Les pompiers ne sont pas parvenus à les éteindre tous. Bien que la vitesse du vent faiblisse, le feu poursuit sa course folle. Et même avec ce vent qui tombe, les flammes se rapprochent de chez Robert et Caroline. En 2 jours, elles vont parcourir 30 km pour arriver en haut du canyon où vit le couple. Pourquoi une telle progression alors qu'il n'y a plus de vent ? Il n'y avait pas de vent. C'était juste un jour chaud comme les autres. Quand tout à coup, un vent de 25 km/h s'est mis à souffler depuis le bas du canyon. Ce qu'ont pu constater Robert et Caroline est un phénomène que les scientifiques connaissent bien. En fait, le feu génère son propre vent. Pour brûler, le feu cherche à consommer tout l'oxygène disponible. Il fait alors un appel d'air comme un aspirateur géant et crée ainsi son propre vent qui va alimenter les flammes. Il y a un phénomène d'aspiration de tout l'air frais alentour, et notamment devant le front de flamme, qui génère des vents au sol qui peuvent être vraiment importants. Une fois lancé, le feu n'a donc plus besoin de vent venu de l'extérieur pour progresser. Robert et Caroline ne mesurent pas tout de suite la gravité de la situation. Et alors que j'étais en train de charger la remorque avec nos affaires, un voisin est arrivé en courant et il m'a dit qu'il nous restait plus que 5 minutes. Au même moment, j'ai vu les arbres de mon voisin prendre feu d'un seul coup. Derrière, il y avait un mur de flammes de 10 à 15 mètres de haut. L'urgence est totale. Le feu qui jusqu'alors courait au sol passe au sommet des arbres dans la canopée. C'est ce qu'on appelle un feu de cime. Quand ça arrive dans une forêt, c'est extrêmement dangereux, car le feu peut passer au-dessus de vous et vous dépasser. Les flammes courent d'arbre en arbre avec une puissance et une vitesse plus grandes, car elles peuvent se nourrir de l'énorme quantité de feuilles. Dès que le feu passe dans la strate arborée, devient un feu total, ce sont des feux qui ne sont plus contrôlables par les moyens humains. Pour le couple, il n'y a plus qu'une solution, la fuite. Robert et Caroline partent chacun dans leur voiture et se suivent. Quand tout à coup, Robert, qui est en tête, ne voit plus sa compagne dans le rétroviseur. J'étais complètement paniqué et je voulais sortir du camion pour voir ce qui se passait. Mais j'ai réalisé que si je sortais du camion, je prendrais sans doute feu. Et pour cause, la chaleur est terrible. En effet, en brûlant, les plantes typiques de la région dégagent des températures records. Quand des espèces classiques de broussailles prennent feu, elles peuvent atteindre une température de 200 à 300 degrés. Mais les espèces qui se sont développées avec le feu peuvent atteindre plus de 1000 degrés. 1000 degrés, c'est la température nécessaire pour faire fondre de l'or. Pourquoi une telle chaleur ? Les scientifiques ont découvert que ces plantes ont besoin du feu et contiennent des gaz hautement inflammables. Quand elles prennent feu, ces essences, appelées pyrophytes par les spécialistes, font monter le thermomètre jusqu'à 5 fois la température normale des incendies. Heureusement, Caroline rejoint rapidement son compagnon et il roule à tombeau ouvert au cœur des flammes. Au bout de quelques centaines de mètres, Robert et Caroline arrivent à sortir du canyon et laissent enfin le brasier derrière eux. Mais le bilan est catastrophique pour le couple et ses voisins. Pas moins de 50 maisons ont été détruites par les flammes. Presque toute la végétation est anéantie. Alors qu'est-ce qui explique un tel niveau de destruction ? La réponse est simple, mais pourtant surprenante. C'est en voulant limiter les risques à tout prix que les hommes ont créé les conditions pour que ces méga-incendies détruisent tout. Aujourd'hui, le problème en Californie et dans tous les endroits au climat méditerranéen, c'est qu'à cause des dangers du feu, les gens ne laissent plus brûler aucun feu. Et en empêchant les feux de nettoyer régulièrement les forêts des broussailles et du bois mort, nous avons créé un énorme réservoir de combustible. C'est ce qui fait que le feu devient très très chaud.
Et s'il n'est pas assez chaud, il ne va brûler qu'à la surface et ne détruire que les broussailles. Là, il va aller jusqu'à la cime des arbres. Pour les scientifiques, ce genre de feu est en catégorie feu total. La chaleur qu'il dégage lui permet de brûler des troncs qui résistent normalement aux flammes et ainsi de monter jusqu'en haut des arbres. Absolument tout est détruit. Le feu total est une terrible catastrophe. Il y a pourtant pire. Ce que les scientifiques appellent la tempête de feu. Ce phénomène se produit quand les fameux gaz inflammables libérés par les plantes se retrouvent coincés dans une cuvette naturelle. Donc il y a un phénomène d'accumulation jusqu'au mélange détonnant qui, d'un seul coup, prend sur une grande nappe. Les gaz sont emprisonnés par le relief naturel et quand la concentration de gaz est très élevée, tout explose de manière quasi instantanée. À Los Angeles en 2009, heureusement pas de tempête de feu. Mais l'incendie géant continue sa progression vers le centre-ville. Pourtant, à quelques kilomètres de là, personne ne se doute encore de l'ampleur du drame. Kathleen Sutherland habite à moins de 20 minutes des lieux. Elle se rappelle de ce jour-là comme d'un jour comme les autres. J'ai entendu parler du feu de forêt à la télé et au départ, je n'étais pas inquiète. C'était loin par là-bas. En revenant du travail, je pouvais voir des fumées, mais ça ne me préoccupait pas. L'incendie continue pourtant de s'étendre et de se rapprocher des zones denses d'habitation. Les 3000 pompiers du comté de la ville prennent alors les choses en main. Ils veillent sur la sécurité de plus de 3 millions de personnes réparties sur un territoire grand comme l'Île-de-France. Et contre le Station Fire, ils reçoivent de l'aide venue de tout le pays. Malgré le balai incessant des hélicoptères et les énormes moyens humains déployés par les autorités, rien ne parvient à stopper les flammes. Les pompiers décident de s'attaquer aux éléments de base du feu. Rappelez-vous, une fois qu'il est allumé, il a besoin d'oxygène et de combustible. Et comme il est impossible de le priver d'oxygène, il faut le priver de combustible, c'est-à-dire de bois. Le meilleur moyen de combattre le feu dans les milieux naturels, les forêts, c'est d'éliminer le combustible. Et pour y arriver, la meilleure façon, c'est de creuser des tranchées pour enlever la végétation tout autour du feu. Et pour être sûr que les tranchées sont assez larges pour éviter les sautes de feu, les pompiers américains utilisent des bulldozers. Ils vont même plus loin et allument eux-mêmes des incendies contre les flammes. C'est ce que les spécialistes appellent les contre-feux. Aujourd'hui, on utilise le feu pour combattre le feu, et c'est très efficace. On va brûler doucement tout ce qui se trouve devant le feu, comme ça, quand il arrive, il n'a plus rien à brûler. La technique du contre-feu est particulièrement efficace, mais elle demande d'être utilisée à l'avance et elle prend du temps. Et le temps, c'est justement ce qui manque aux pompiers de Los Angeles en ce mois de septembre 2009. Le feu est aux portes de la banlieue. Près de 10 000 habitations sont menacées. Chaque jour, quand je rentrais du travail, je voyais les fumées qui se rapprochaient encore et encore. Et quand le feu a été vraiment près, là, j'ai eu peur. C'est à ce moment-là que nous avons eu un appel de la ville qui nous demandait d'être prêts à évacuer, parce que le feu arrivait sur nos maisons. Au final, ce sont près de 25 000 personnes qui vont être évacuées. Pour les 5 000 pompiers mobilisés, la lutte va continuer de longues semaines. Finalement, seule l'arrivée de la pluie permettra de mettre un terme au Station Fire, qui sera considéré comme définitivement éteint le 16 octobre, près de 2 mois après avoir été allumé. Le bilan de cet incendie géant est très lourd. Plus de 200 bâtiments détruits et un territoire de 65 000 hectares partis en fumée, l'équivalent d'un pays comme Singapour. Conséquence indirecte, la disparition de la végétation sur les collines autour de la ville va entraîner des glissements de terrain et des coulées de boue lors des pluies de l'hiver suivant. Voici pour les incendies géants en Californie. Mais que se passe-t-il quand un feu se déclenche en France? Si chez nous les feux sont courants l'été, ils sont beaucoup moins étendus que le Station Fire. Le Station Fire, la surface totale de ce feu, 65 000 hectares, c'est la plus grande surface jamais atteinte en France sur une saison feu complète. Les méga-incendies sont-ils possibles chez nous? Pour qu'un feu soit considéré comme méga, la plupart des spécialistes considèrent qu'il doit dépasser le seuil de 10 000 hectares.
Ce n'est arrivé qu'une fois en France, en 1990, à Vidauban, dans le Var, où un feu de végétation a atteint 11 580 hectares. Pourtant, les spécialistes n'écartent pas cette possibilité. Loin de là. On dispose des forêts qui permettraient d'avoir à terme ce type de feu. Par exemple, la Corse est une île extrêmement combustible. Il n'est pas exclu qu'un incendie en Corse aille d'une côte à l'autre. Et si les méga-incendies ne semblent pas encore d'actualité, la France subit ces dernières années des feux de forêt particulièrement dangereux, car les flammes sont aux portes des villes. Dans notre pays, la forêt recouvre 16 millions d'hectares. Si seul un tiers est considéré par les scientifiques comme sensible au feu, cela représente quand même 10% de notre territoire. De plus, ce type de forêt est concentré dans une région, le sud-est. La capitale de cette région, c'est Marseille. La ville est la deuxième du pays avec 900 000 habitants. Elle est coincée entre plusieurs montagnes, nichée entre la mer et les forêts. Une situation exceptionnelle s'il n'y avait pas les feux de forêt. Fin juillet 2009, Marie Cansano habitait le quartier des Trois Ponts à l'est de la ville. C'était un été normal, hein. On a eu du beau temps, on a eu de la chaleur, on a eu de la pluie un peu, mais non. Le problème, c'est qu'un été normal à Marseille, en plein climat méditerranéen, c'est déjà une situation très dangereuse. Donc, le climat méditerranéen, c'est à la fois des températures importantes pendant la saison estivale et surtout une forte sécheresse. Une sécheresse qui dure pendant 2 ou 3 mois pendant la période estivale. Et durant l'été 2009, en 24 heures, tout va basculer. Le feu va se retrouver aux portes de la maison de Marie, un souvenir qu'elle n'effacera jamais de sa mémoire. On a peur, on a toujours peur. Dès que je vois un hélicoptère tourner autour de la maison et des alentours, je dis toujours il y a le feu quelque part, quoi. Hein. Le 22 juillet, à moins de 10 km de la ville, un incendie se déclenche dans le camp militaire de Carpiagne. C'est un tir lors d'un entraînement qui aurait allumé le feu. Au départ, ce ne sont que quelques broussailles en flammes. Mais l'été, dans cette région, la moindre étincelle peut déclencher une catastrophe. En plein été, on arrive à des températures supérieures à 30 degrés Celsius. L'humidité de l'air va être réduite à 15 voire 18%. Et puis, on a malheureusement également un vent qui va activer donc l'apport d'oxygène sur ce feu. Rappelez-vous, la situation devient dangereuse en dessous de 26% d'humidité. Alors à moins de 20%, les conditions sont explosives. En effet, la sécheresse oblige les plantes à puiser dans leurs réserves d'eau pour survivre. Elles libèrent alors des gaz très inflammables. Pire, les plantes de la zone de Carpiagne sont très particulières. Ce n'est pas vraiment une forêt, mais une garrigue. Ce sont en général des arbustes et des herbes qui forment un ensemble de couches de végétation relativement basses. Ces plantes de la garrigue sont particulièrement bien adaptées au feu. Des broussailles et des arbustes, voilà ce qui compose la garrigue. Et pour brûler ces plantes, le feu a besoin de beaucoup moins d'énergie que pour brûler des arbres. C'est comme dans une cheminée. Le petit bois brûle plus facilement que les bûches. Le feu va donc beaucoup plus vite. Ce jour-là, à Carpiagne, le feu va parcourir 7 hectares en 1 heure. Et le pire, c'est que le vent souffle. L'été, le vent sur la Côte d'Azur, c'est le cauchemar des pompiers. Le capitaine de corvette Priol est marin-pompier pour la ville de Marseille. Ce fameux 22 juillet, c'est lui qui a pris le commandement des opérations. Le sinistre progresse à 3% de la vitesse du vent. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que pour un vent de 100 km/h, le feu peut se propager à 3000 mètres par heure. Et 1 hectare de pinède qui brûle, ça peut être l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. Rappelez-vous, une fois le feu activé par une étincelle, c'est l'oxygène de l'air qui va brûler le combustible, c'est-à-dire la végétation. Plus il y a de vent, plus il y a d'air et d'oxygène, et plus vite les plantes sont dévorées. Et le pire, c'est qu'en juillet 2009, le vent qui souffle n'est pas le même que d'habitude. En règle générale, la ville de Marseille est soumise à un régime de Mistral, et ici nous avions un vent de sud-est, effectivement, donc ce type de feu, nous l'avions jamais rencontré. Le Mistral, c'est un vent qui peut atteindre des vitesses hallucinantes et rendre le feu incontrôlable. Pourtant, pour les pompiers, le fait que ce ne soit pas lui qui souffle le 22 juillet 2009 est tout sauf une bonne nouvelle. Car le Mistral est un vent du nord-ouest, et ce jour-là, le vent souffle exactement à l'opposé. En clair, plutôt que d'écarter le feu de Marseille, il le ramène vers la ville et ses centaines de milliers d'habitants. Si les flammes atteignent la cité, la catastrophe prendra des proportions cataclysmiques.
Pour les pompiers sur le terrain, l'enjeu et la pression sont énormes. De plus, la situation est très dangereuse. Le relief rend les déplacements très difficiles. Le vent et la végétation sèche de la garrigue permettent aux flammes de se déchaîner. Le feu explose. Il se déplace si vite que souvent les pompiers vont reculer, car c'est trop dangereux de rester dans ces conditions. La situation est d'autant plus périlleuse que le feu ne va pas que dans une direction. Il s'élargit tout en avançant. À chaque instant, les pompiers risquent d'être encerclés par les flammes. Le feu, c'est pas un point qui se déplace comme un homme à une vitesse qui peut sembler relativement raisonnable, mais c'est un front qui s'étend, avec une tête de feu qui va relativement vite, mais aussi des flancs qui s'élargissent. L'incendie se déplace dans le sens du vent. C'est le vent qui donne sa direction générale au front de flamme. De plus, comme le feu se nourrit des plantes qu'il brûle, il va partout où il trouve de quoi s'alimenter. Résultat, même s'il va plus vite au niveau de la tête, il se développe aussi sur les côtés, au niveau de ses flancs. Si les pompiers arrivent à contenir le front des flammes, à l'avant du feu, les flancs peuvent continuer à avancer et les dépasser. Sur le terrain, les pompiers doivent donc faire attention à ne pas être pris en tenaille. Et ce jour-là, ils perdent du terrain. Pour le capitaine Priol, pas question cependant de baisser les bras. Il faut protéger Marseille coûte que coûte. Il va alors faire appel à un soutien de poids, les moyens aériens. Dès le départ, la base de la sécurité civile la plus proche a été prévenue. Olivier Le Chevalier est un pilote chevronné qui comptabilise plus de 1000 missions feu. C'est lui qui dirigeait l'action aérienne contre le feu de Carpiagne depuis son Canadair. Dès le départ, c'est une course contre la montre, puisque quand le feu est vraiment établi à cause des facteurs aggravants, l'hygrométrie, la force du vent, la température, la sécheresse, eh bien, c'est tellement puissant que nos moyens, même si on avait double ou triple moyen, on ne pourrait pas l'éteindre. Tout est une question de timing. Chaque minute compte dans la lutte contre le feu. Votre panière à papier prend feu, avec un seau de 10 litres, vous allez l'éteindre. Maintenant, si la panière à papier a mis le feu au rideau et puis à toute la maison, c'est plus 10 litres qu'il va falloir. Dans le massif de Carpiagne, la lutte aérienne s'engage. Les Canadair ne se contentent pas de larguer leurs 6000 litres d'eau pour éteindre le feu. Ils essaient de répandre un produit chimique devant la tête du feu. Ce produit s'appelle du retardant et il est mélangé à l'eau. Il a pour avantage de rendre plus efficace la pellicule humide qui recouvre la végétation. Mis au point par les scientifiques et composé de sels spécifiques, des sels de polyphosphate, ce produit rend les plantes beaucoup plus résistantes au feu. Pour réussir à brûler cette végétation, les flammes doivent atteindre les 700 degrés, contre 200 sans le retardant. On va enrober la végétation de ce produit, de ce sel. À l'arrivée du front de flamme, le front de flamme va, comme on dit, pomper de l'énergie en fait pour essayer de brûler cette végétation et ainsi va perdre de sa puissance. Mais pour que la technique soit efficace, encore faut-il pouvoir se repérer. Cette fois-ci, sur le massif de Carpiagne, aux conditions de sécheresse, de vent et de relief, s'ajoute une visibilité quasi nulle. Les pompiers et les pilotes doivent travailler au cœur de la fumée. Elle rend le travail des Canadair beaucoup moins efficace et met en péril la vie de leurs équipages. Si jamais ils n'ont pas une visibilité parfaite, si jamais ils n'ont pas l'œil sur les différents obstacles, on risque des accidents. On évolue très très près du relief, donc la moindre inattention, à 10 mètres près, on peut accrocher un arbre. Au sol, la nature particulièrement escarpée du terrain et la fumée qui limite la visibilité mettent à chaque instant la vie des pompiers en danger. La pression exercée lors d'un largage est en moyenne de 350 kg au mètre carré, 5 fois le poids d'un être humain. Plus d'avions alors que le feu est aux portes de Marseille. Il faut pourtant défendre la ville à tout prix. Le capitaine Priol décide de repositionner ses hommes autour des premières habitations qui risquent d'être atteintes. Il est 18 h. Le feu arrive au niveau du quartier de la Val-Barrel, puis redescend en longeant les limites de la ville. Au plus fort de la crise, 1000 hommes et 300 engins sont mobilisés, car selon les spécialistes, plusieurs zones pourraient être touchées en même temps. Les habitants sont pris par surprise. J'étais de sortie, donc j'ai pas fait attention que la colline brûlait. C'est quand j'ai vu le feu en haut de la butte que j'ai compris qu'il y avait le feu qui arrivait sur les 3 ponts. Le quartier des 3 ponts, c'est ça. Des falaises recouvertes de végétation qui surplombent des rues étroites et une population très concentrée.
Les pompiers arrivent, mais pour eux la tâche est complexe. Les camions ont du mal à circuler et les sources d'eau sont peu nombreuses. Le feu descendait sur les maisons, donc on s'est mis en position de protection avec des lances. On se met en appui sur les maisons pour se protéger nous aussi, parce qu'on ne va pas s'exposer dans la pinade avec des flammes qui descendaient rapidement. En arrosant les flammes, les pompiers cherchent à exploiter deux phénomènes scientifiques. Ils cherchent d'abord à faire baisser la température du feu, car en dessous de 300 degrés, le bois ne brûle pas. Pour ça, ils projettent de l'eau le plus largement possible. Le second phénomène scientifique est encore plus étonnant. La chaleur transforme l'eau en vapeur d'eau. Et cette vapeur, qui est un gaz, va prendre la place de l'oxygène. Et sans oxygène, le feu ne peut plus brûler. Cette technique est très efficace, car un seul litre d'eau porté à une chaleur de 100 degrés produit 1700 litres de vapeur d'eau. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il avoir de l'eau en quantité, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans le quartier des Trois Ponts. À Marseille, les heures passent. L'incendie ne faiblit pas. Les soldats du feu luttent pas à pas. On retient son souffle. On évite de respirer tellement on a peur. Et puis on voit le feu s'éteindre. Alors là, hop, on respire un bon coup. On se dit, bon, ben, c'est pas pour cette fois. Je dois reconnaître que les pompiers ont fait ce qu'il fallait. Hein. Si les pompiers n'arrivent pas à éteindre le feu, au moins arrivent-ils à le canaliser et à l'empêcher de réduire en cendres le quartier des Trois Ponts. Le feu va s'arrêter à 50 cm de la maison de Marie. Mais la lutte n'est pas terminée. Malgré la tombée de la nuit, la météo ne s'arrange pas. Alors en général, à ce moment-là, on a des conditions météorologiques qui deviennent plus clémentes avec la tombée du soleil, la température baisse et souvent on a l'humidité de l'air qui réaugmente un petit peu et parfois le vent qui baisse, mais ce n'est pas toujours le cas. En cette fin juillet 2009, contrairement aux prévisions, le vent va faire exactement l'inverse. Il a eu la particularité d'être au niveau de 13 heures aux environs de 40 km/h et ensuite pendant la nuit, alors qu'en règle générale le vent a tendance à se calmer, là il s'est renforcé. Le danger s'accroît pour les pompiers qui ne disposent plus de moyens aériens et ont une visibilité très réduite. Le vent, lui, est de plus en plus fort et le feu se déchaîne. L'incendie continue sa course folle en direction du quartier de la Panouse. Et c'est là qu'il va faire le plus de dégâts. Il est près de 2 heures du matin. L'incendie fait rage sur le versant qui fait face au quartier. Un versant couvert de pin. Or, le pin a un comportement très particulier en cas d'incendie. Un comportement qui en fait un allié très efficace pour le feu. Le pin est un client de choix pour le feu, parce qu'en été, en fait, sa teneur en eau est très faible, donc il est très combustible. Mais également, on observe le long de son tronc des coulées de résine très inflammables. Et le courant de voir le feu monter, j'allais dire, dans l'arbre grâce à cette résine. Le pin est une espèce qui s'est développée avec l'aide du feu. Il l'utilise pour répandre ses graines contenues dans les pommes de pin appelées aussi pignes. En fait, les pignes sont scellées par de la résine très inflammable. Sous l'action de la chaleur, les scientifiques ont découvert qu'elles explosent en s'ouvrant afin de répandre les fameuses graines sur une grande étendue. Les pines de pin, quand ils vont s'enflammer, souvent ces pines vont éclater et vont être projetées alors à des dizaines, voire des centaines de mètres. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2009, c'est exactement ce qui est arrivé pour les colonnas. Les pignes sont venues enflammer d'en face. Elles partaient comme des obus. Alors c'est rentré, ça, bon, d'abord une, puis deux. La maison ne s'est pas enflammée tout de suite, puisque des voisins nous ont dit « on a d'abord vu sortir de la fumée de chez vous ». La maison des colonnas faisait face à la forêt de pins. Les pignes ont été projetées avec une telle force qu'elles sont entrées facilement chez eux. J'avais une véranda ici avec une baie vitrée. C'était pas des doubles vitrages, c'était des vitres simples. Hein. Bon, c'était facile de passer à travers, et avec les tapis, les meubles, tout ça. Oui, tout. Toute ouverture, une fenêtre laissée ouverte ou un volet qui ne serait pas fermé et une vitre qui explose sous l'effet de la chaleur. Et dès qu'il y a cette ouverture, les particules incandescentes vont rentrer en masse dans la maison et allumer tout ce qui peut être combustible dans une maison, que ce soit le tissu d'un fauteuil, un rideau. Et quand ça se voit, c'est trop tard. Le lendemain matin à 8 h, la propagation du feu est enfin stoppée. Mais il faudra encore 4 jours pour que l'incendie soit considéré officiellement comme éteint, après avoir brûlé 1000 hectares de terrain.
Ce délai, après l'extinction visible du feu, est dû à un phénomène étonnant, les feux de racines. Le feu cherche le combustible où qu'il se trouve. Il peut même aller sous le sol et brûler le long des racines. Et si les conditions météo changent et deviennent à nouveau favorables à un incendie, il peut repartir alors que vous le pensiez éteint. Pour le couple Colonna, cet incendie est une catastrophe. Mais le sinistre aurait pu être bien plus grand. Les pompiers ont réussi une opération exemplaire en protégeant Marseille des flammes. Mais malheureusement, des villes mises en danger par des incendies, cela risque d'être de plus en plus fréquent. Les incendies géants font des dégâts de plus en plus importants aux quatre coins de la planète. Pour demain, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi les feux de forêt sont-ils de plus en plus grands et destructeurs? Que nous réserve l'avenir? Pour les spécialistes, l'évolution prévisible de ces catastrophes peut déjà s'observer dans un pays européen, le Portugal. Au Portugal, on est déjà dans un phénomène qui est l'étape d'après, qu'on connaîtra peut-être, je n'espère pas, mais peut-être en France dans les années à venir, qui est ce phénomène de grands feux simultanés. Quand on regarde les images satellitaires de ces dates, on voit plusieurs colonnes de fumée, visites de satellites, qui partent du Portugal continental et qui vont jusque assez loin sur l'océan Atlantique. C'est vraiment impressionnant. Fernando Rebello est d'origine portugaise. L'été, dans son village, les feux sont devenus monnaie courante. C'est un truc qui vit avec nous tous les ans, il y a un feu. C'était normal, je me rappelle de passer en voiture à côté de feux où on sent la chaleur vraiment, même à travers les vitres et tout. On entend souvent les pompiers, on voit la fumée au loin, c'est un truc qui est complètement habituel. Le feu au Portugal, ce n'est pas nouveau. Mais ces dernières années, les chiffres explosent. Le bilan de 2016 est de 160 000 hectares dévorés par les flammes. Près de 3 fois le Station Fire de Los Angeles. Et le pire, c'est que des centaines de feux peuvent se déclencher en même temps partout dans le pays. Le climat du Portugal est très proche de celui du sud de la France. Les plantes sont à l'origine les mêmes. Et pourtant, ce pays voit le nombre de feux de forêt augmenter en permanence. Entre 2003 et 2005, 2 années catastrophiques, 2 saisons catastrophiques de feu au Portugal, le Portugal brûle 23% de sa surface forestière. C'est absolument énorme. Un quart de la forêt portugaise. C'est la superficie de la Corse partie en fumée en 3 ans. Alors qu'est-ce qui explique une telle ampleur? Pour le comprendre, il suffit de s'intéresser à ce qui s'est passé dans ce pays durant l'été 2016. 8 août 2016, 35 incendies font rage autour de la ville de Porto, alors qu'une centaine de feux ravagent le nord du pays. Et le feu va dépasser les limites de la ville, contrairement à celui de Marseille. Cette fois-ci, il va entrer dans la ville de Funchal et détruire presque entièrement son centre historique. Et quand on voit l'ampleur des dommages, 110 maisons détruites, plus de 200 installations impactées, ça témoigne d'un nouveau type de feu auquel il faut faire face, auquel il faut se préparer. Une grande ville en partie détruite par un feu de forêt en Europe, ce n'était jamais arrivé. Que s'est-il passé ce fameux 8 août? L'été 2016 au Portugal a été marqué par une chaleur et une sécheresse intenses. Encore plus que d'habitude. Ces dernières années, le sud de l'Europe connaît un réchauffement qui rend les conditions météo de plus en plus extrêmes. Des conditions malheureusement parfaites pour les feux de forêt. Tous les facteurs finalement vont dans le même sens, à la fois l'augmentation des températures qui augmente le risque et aussi l'augmentation des conditions de sécheresse. À ces conditions très dangereuses, un élément va s'ajouter, un élément qui va tout changer. Il y a eu notamment un épisode, on peut résumer par un épisode de type Sirocco, avec un vent très chaud venu du sud, venant d'Afrique du Nord. Là encore, c'est le vent qui va faire virer la situation au cauchemar. Et pas n'importe lequel, le Sirocco. Caractérisé par une chaleur et une sécheresse intense, il prend naissance au cœur du Sahara. Quand il s'abat sur le Portugal le 8 août, la moindre étincelle va déclencher de nombreux drames. C'était une vraie scène d'horreur. Ma mère criait, mon père pleurait. Tout est perdu, tout est brûlé, tout est en cendres. Quitte ta maison, mais fais attention, il y a le feu à l'intérieur. Ce jour-là, sur l'île de Madère, le feu va se déclencher aux portes de la capitale régionale Funchal et brûler une grande partie du centre historique en quelques heures.
Comment? En fait, le feu a été transporté au cœur de la cité. Et cela à cause d'une espèce d'arbre très inflammable, l'eucalyptus. Moi, j'ai toujours connu les eucalyptus. Il y a un petit peu de sapin, il y a un petit peu de chêne, mais c'est surtout l'espèce qui pousse le mieux. L'eucalyptus est une espèce que l'on retrouve partout au Portugal. Le problème, c'est que l'eucalyptus n'est pas du tout originaire de ce pays, mais vient de l'autre côté de la planète, l'Australie. L'eucalyptus australien a été planté au Portugal par des industries papetières pour faire du bois énergie ou du bois d'industrie. L'eucalyptus et le feu, c'est une longue histoire. Dans son pays d'origine, il est la cause d'immenses incendies qui se déchaînent tous les ans durant la saison sèche. Ces particularités connues des spécialistes en font un très bon allié des flammes. Fernando en sait quelque chose. Il a combattu le feu aux portes de son village. C'était au mois d'août. On était en vacances avec des amis qui étaient venus à la maison et ça s'est déclenché tout à côté de la maison, à 300 mètres de la maison. Fernando se rend immédiatement sur place. Il constate que ce sont les feuilles et les morceaux d'écorce d'eucalyptus recouvrant le sol qui sont la proie des flammes. Ah, il y a le feu qui s'élargit, il y a le feu qui s'élargit, on tape dessus, là où quand il y a une flamme, on tape dessus pour l'éteindre et la calmer. Après l'extincteur, j'ai réussi à éteindre des foyers un peu plus importants, mais après on est très vite impuissant parce que il y a tellement de choses qui brûlent par terre et tout que ça va très vite. Les scientifiques savent que les feuilles d'eucalyptus se dégradent très lentement. En été, cette litière très sèche, qui recouvre le sol, n'attend qu'une occasion pour s'enflammer. Heureusement, les pompiers arrivent très vite. Fernando a eu de la chance. Mais dans la ville de Funchal, en 2016, c'est une autre spécificité de l'eucalyptus qui va déclencher la catastrophe. La particularité de l'eucalyptus quand il brûle, c'est de produire des morceaux d'écorce, des lambeaux d'écorce. Et ces particules incandescentes, ces écorces qui brûlent, ont pu être transportées sur plusieurs centaines de mètres. Les lambeaux d'écorce sont très légers. Rappelez-vous, les pommes de pin explosent avec le feu et sont projetées sur quelques dizaines de mètres. Pour l'écorce et les feuilles d'eucalyptus, c'est bien pire. La distance peut atteindre des centaines de mètres. Portées par le vent, les écorces enflammées atterrissent en plein centre-ville, parfois même dans les maisons aux fenêtres ouvertes. Immédiatement, ces bâtiments prennent feu. Il faut imaginer une pluie de cendres incandescentes, donc qui tombe au hasard sur tout un périmètre, et puis une maison abandonnée, vitres cassées, porte ouverte, la ruine prend feu et les maisons alentours sont menacées. Pour les habitants et les touristes sur place, la situation est catastrophique. La fumée est omniprésente. L'air est très vite asphyxiant, c'est poussiéreux partout, c'est étouffant. Ce jour-là, Funchal est au bord du chaos. D'autant que l'île de Madère est à 1000 km du reste du Portugal, rendant impossible l'arrivée des renforts. Au final, la ville ne devra son salut qu'à un changement de météo. Le vent finit par diminuer et l'humidité par remonter, ce qui permettra d'arrêter le feu. Mais dans le reste du Portugal, les incendies vont encore durer des semaines. Et des catastrophes comme celles qui ont ravagé le Portugal durant l'été 2016, nous risquons d'en connaître de plus en plus avec le réchauffement climatique. On fait déjà le constat que les feux de forêt augmentent et on fait même l'attribution, dans certaines études, de l'augmentation de ce risque de feu forestier avec le changement climatique. En France, les bouleversements en cours sont irréversibles et risquent de changer beaucoup de choses. Dans le cas de la France, on fait le constat que le risque d'incendie que l'on a actuellement dans le sud-est de la France pourrait s'étendre dès 2040 à la forêt des Landes et en 2060 à la forêt de Sologne. La Sologne, aux portes de Paris. La situation risque d'être d'autant plus catastrophique que les forêts de la moitié nord de la France sont peuplées d'espèces d'arbres qui ne sont pas adaptés au feu et qui donc risquent de ne pas pouvoir se régénérer. Cela signifie aussi que les plans de prévention et de lutte vont devoir être revus de fond en comble. Il faut vraiment réagir pour ne pas devoir gérer des situations catastrophiques du type du Station Fire, mais cette fois-ci en Europe. Pour les scientifiques, l'extension de la zone concernée n'est pas le seul effet du réchauffement climatique. Il joue déjà sur la période des feux de forêt, et ce partout sur la planète. À Los Angeles, la saison des feux débutait approximativement en mai et durait jusqu'en octobre. Aujourd'hui, elle commence parfois en avril, voire même début mars.
Déjà ces dernières années, le nombre de feux de forêt a fortement augmenté, à tel point qu'il serait, selon certaines études, responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il participe ainsi au réchauffement climatique qui, à son tour, multiplie les feux de forêt. Un autre cycle s'est mis en route, qui n'a plus rien de naturel.